L'an 2000, il y a une entreprise qui est rachetée pour 12,5 milliards de dollars, Ouais, une somme astronomique pour l'époque. complètement. Et 4 ans plus tard, donc très exactement 1460 jours plus tard, cette même entreprise est revendue pour 95 millions de dollars. C'est une perte sèche de 99,2%. Voilà, c'est ça. C'est 12,4 milliards qui se sont purement et simplement évaporés. C'est le genre de chiffre qui donne le vertige, en fait. Totalement. Pour donner une idée de l'absurdité Oui. du truc, c'est un peu comme si on achetait un château majestueux au prix du produit intérieur brut d'un petit pays, qu'on le laissait complètement à l'abandon et qu'on le revendait 4 ans plus tard au prix d'une voiture d'occasion. Ouais, ou d'un studio en banlieue, quoi. Exactement. Et on a sous les yeux aujourd'hui une enquête monumentale de Blox News qui date de ce mois-ci, de mai 2026. Notre mission pour cette plongée dans nos sources, c'est vraiment de comprendre comment un tel désastre a pu se produire. Parce que c'était pas juste une histoire de cupidité ou de gros sous. Non, c'est l'autopsie de ce que l'article appelle le plus grand braquage légal de la bulle Internet. C'est l'histoire de Lycos. Et ce qui rend ce dossier si fascinant, c'est qu'on a tendance à résumer cette période à une simple folie spéculative, quoi. Mais quand on lit ça de près, on réalise que c'est une leçon d'une précision clinique Une leçon sur quoi exactement? sur ce qui arrive quand une entreprise technologique brillante renie ce qui fait sa force juste pour imiter le modèle d'un concurrent. En fait, c'est le récit d'un suicide stratégique, étape par étape. Bon, alors il faut qu'on décortique ça. Mais avant de parler de la chute, il faut qu'on rembobine un peu pour comprendre comment on crée une valeur de 12 milliards à partir de presque rien. Surtout que le presque rien est assez littéral ici. Eh bien oui, c'est vertigineux parce qu'on parle de 3 pages de code. L'enquête nous ramène en mai 1994 à l'université Carnegie Mellon, la fameuse CMU. Ouais, le berceau de pas mal d'innovations. C'est ça. Et il y a ce chercheur, le docteur Michael Loren Moldin, qui travaille sur un projet de bibliothèque numérique, le projet Informédia. Il faut bien se remettre dans le contexte de 1994, hein. Le web commence tout juste à exploser. Ouais, il y a de nouvelles pages tous les jours, et le système craque de partout parce que on ne sait pas comment chercher l'information. Et l'approche dominante à l'époque, celle qui va faire le succès initial de Yahoo par exemple, c'est l'annuaire humain. Des gens qui classent des sites à la main? Exactement. On a de véritables armées d'éditeurs, des humains derrière des écrans, qui découvrent de nouveaux sites web et les classent dans des catégories, genre sport, divertissement, informatique. C'est super artisanal en fait. Complètement. Et Moldin comprend très vite que face à la croissance exponentielle du web, cette approche humaine va droit dans le mur. Il écrit donc ce petit programme automatisé, ce qu'on appelle un crawler, Le fameux robot d'indexation, et d'ailleurs j'adore le nom qu'il a choisi. Lycos. Ouais, en référence aux lycosidés, c'est la famille de l'araignée loup. C'est une métaphore tellement bien trouvée. Ah oui, parce que, contrairement à l'araignée classique qui tisse sa toile dans un coin et qui attend passivement qu'une mouche vienne s'y engluer, L'araignée loup est un prédateur qui chasse activement. Elle court après ses proies. Et le code de Moldin faisait exactement ça sur Internet. voilà, il parcourait le web de lien en lien, sans intervention humaine, il aspirait le contenu, indexait chaque mot, et surtout il avait une méthode pour classer les résultats selon la fréquence et la position des mots-clés. C'était pas juste un gadget, quoi. Non, c'est la première véritable automatisation à grande échelle de la découverte en ligne. C'était un saut technologique majeur. Et les chiffres de l'époque donnent le tournis. L'article mentionne qu'au lancement en juillet 1994, l'araignée a capturé 54 000 documents. Ce qui était déjà énorme. Ouais. Et un mois plus tard, on frôle les 400 000. Et fin 1996, on est à 60 millions de documents indexés. C'était tout simplement le plus grand index du monde à ce moment-là. Et tout ça propulsé par un investissement en capital risque initial d'à peine 2 millions de dollars par la firme CMJ. Ce qui montre bien qu'ils avaient un avantage compétitif pur, une technologie fondamentalement supérieure qui résolvait le vrai problème des internautes, trouver la bonne info dans un océan de données. Mais du coup, ça m'amène à une contradiction énorme. Si cet algorithme était si révolutionnaire, si en 1996 ils avaient vraiment le meilleur moteur du monde, Je vois où tu veux en venir. ben oui, pourquoi le verbe lycoser n'existe pas aujourd'hui? Pourquoi cette fameuse araignée loup s'est fait complètement écraser par Google quelques années plus tard? Eh bien, le point de bascule, il se situe dans un changement radical d'identité. L'entreprise grandit, elle doit se structurer pour plaire aux investisseurs, et on fait venir un PDG externe, un certain Bob Davis. Et c'est là que ça dérape? Exactement. En 1996, Molden, donc l'ingénieur visionnaire derrière le code, quitte l'entreprise. Et avec son départ, la philosophie du produit va subir une mutation complète. Il se passe quoi sous la direction de ce Bob Davis?
Davis regarde le marché et il décide que Lycos ne doit plus être un simple moteur de recherche. Il veut en faire un portail. Ah, il faut qu'on s'arrête sur ce mot, portail. Parce qu'aujourd'hui, ça veut plus rien dire pour grand monde. C'est clair, c'est un concept très ancré dans le Web 1.0. Pour ceux qui n'ont pas connu ça, un portail à l'époque, c'était un véritable cauchemar visuel. On parle pas d'une page blanche épurée avec juste une barre de recherche au milieu. Ah non, pas du tout. Un portail, c'était une page d'accueil surchargée de dizaines de rubriques. La météo, le cours de la bourse qui clignote en rouge et vert, l'horoscope, des salons de discussion et des bannières publicitaires absolument partout. Et le but absolu de la manœuvre, c'était que l'internaute mette cette page en page de démarrage sur son navigateur et n'en sorte littéralement jamais. C'est là que l'analogie de l'araignée devient hyper ironique en fait. Sous Davis, Lycos arrête de chasser sur le web pour construire une toile géante et collante. Très bien vu. Et pour construire cette toile, il se lance dans une frénésie d'acquisition tout azimut, payée en actions surévaluées. Oui, l'article liste les rachats. Ils prennent Tripod pour héberger des pages personnelles, Gamesville pour les jeux en ligne, Wired Digital, Code.com pour la finance. Il s'éparpille complètement. L'objectif n'est plus du tout la technologie de recherche, c'est l'accumulation de services disparates pour imiter Yahoo. Il y a une phrase de Moldin dans l'article qui date de 1998 et elle m'a vraiment frappée par sa lucidité. Celle sur la métrique du succès? Ouais, exactement. Il explique que quand il dirigeait le projet, la métrique du succès, c'était la vitesse. Si un utilisateur posait une question, trouvait son lien et quittait Lycos en quelques secondes, c'était une victoire totale. L'outil avait fait son job. Et sous l'ère de Davis, c'est l'inverse absolu. Le succès, ça devient la rétention, c'est-à-dire garder l'utilisateur captif sur le portail le plus longtemps possible. Pour pouvoir lui imposer des pubs. C'est le cœur du drame. On commence à mesurer le succès en pages vues et en temps de cerveau disponible. C'est un changement de paradigme fondamental. On passe de la résolution d'un problème utilisateur à la monétisation forcée de son attention. Exactement. Et ils perdent leur identité en chemin. Mais je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Fin des années 90, tout le monde faisait ça. L'ensemble de Wall Street réclamait des pages vues. C'est vrai, c'était la métrique reine de la bulle. Le seul modèle économique qui existait vraiment, c'était la bannière publicitaire clignotante. Est-ce qu'on peut vraiment reprocher à Bob Davis d'avoir suivi ce que les marchés exigeaient pour faire grimper son action H ? Alors oui, suivre le troupeau, c'est confortable à court terme, mais c'est mortel quand ça te fait perdre ton ADN. L'enquête de Block News met en lumière une interview hallucinante de Davis en janvier 2000. Ah oui, j'ai vu ça. Il se vante ouvertement à la télé de la rétention de Lycos, du temps que les gens passent sur son site. Et pendant qu'il pavoise sur les plateaux de télévision, il y a deux jeunes dans la Silicon Valley qui font l'inverse. Larry Page et Sergey Brin. Exactement. Ils reprennent la philosophie originelle de Moldin avec Google. Une page blanche, une barre et la promesse de vous expédier ailleurs le plus vite possible. C'est fou quand on y pense. Lycos s'épuisait à construire des centres commerciaux numériques géants avec des portes de sortie cachées. Oui. Pendant Google construisait une rampe de lancement simple et ultra efficace. C'est tout à fait ça. Mais ça nous amène au grand mystère financier de cette enquête. Même avec ce modèle bancal de portail qui s'éparpille, comment on arrive à une vente à 12,5 milliards de dollars en mai 2000 ? C'est là qu'intervient la folie collective. Parce qu'on parle d'une entreprise qui faisait pas des profits nets délirants, hein. Les marchés avaient complètement perdu le contact avec la réalité mathématique. Ah, mais le marché avait inventé de nouvelles lois de la physique financière à ce moment-là. On ne valorisait plus les entreprises sur leurs bénéfices actuels, ou même futurs, on évaluait ce qu'ils appelaient la promesse. La promesse de quoi exactement ? De capter l'audience. On créait des ratios absurdes, genre la valeur par visiteur unique. Les investisseurs partaient du principe que l'Internet allait capturer l'intégralité du commerce mondial et que si tu possédais l'attention des gens, l'argent suivrait forcément. C'est l'époque où on disait que les globes oculaires valaient plus que les dollars réels. Les fameux eyeballs, ouais, c'était la justification pour imprimer de la monnaie de singe. Et l'article pointe un autre mécanisme majeur de cette bulle, la panique des acteurs traditionnels. La peur viscérale des télécoms. L'exemple de Telefónica est parfait pour illustrer ça. Ce géant espagnol regardait l'explosion du web avec une terreur absolue, celle de devenir un simple tuyau. Un simple tuyau. Ouais, il construisait les infrastructures, il posait les câbles physiques, mais il voyait les entreprises du web capter toute la valeur au-dessous. Il refusait d'être juste le fournisseur d'accès, il voulait posséder le contenu. Et donc Telefónica, via sa filiale Internet, Terra Networks, décide de s'offrir Lycos pour 12,5 milliards.
avec l'ambition de dominer le monde anglophone et hispanophone d'un seul coup. Mais attends, j'ai les dates de l'article sous les yeux, et il y a un détail chronologique qui me bloque le cerveau. Lequel? Le contrat final est annoncé le 16 mai 2000. Il paye en actions Terra, qui sont hyper gonflées. Mais le Nasdaq avait déjà atteint son pic absolu en mars. Ouais, l'effondrement avait commencé. En mai, l'indice avait déjà plongé de 34%. Les marchés étant en train de se cracher en direct. Ils n'ont pas regardé leurs écrans avant de signer un chèque pareil. C'est l'inertie fascinante de ces fusions monumentales. Quand une machine de cette taille est lancée, avec des mois d'audit, des armées d'avocats et surtout l'ego des dirigeants en jeu, c'est presque impossible de l'arrêter. C'est le fameux personnage de cartoon, le coyote. Exactement. Il a largement dépassé le bord de la falaise, mais il continue de courir dans le vide parce qu'il n'a pas encore regardé en bas. La réalité économique avait basculé, mais les signatures se faisaient quand même. Sauf que le coyote finit toujours par regarder en bas, à un moment. Et là, la gravité reprend ses droits. L'acquisition est validée définitivement à l'automne 2000. Et le Nasdaq continue sa chute libre pour atteindre moins 78% en 2002. C'est un vrai bain de sang. Une destruction de valeur historique. Ce qui m'intéresse, c'est la mécanique interne de la chute. Que se passe-t-il dans les bureaux de ce nouveau monstre Terra Lycos quand la bulle éclate ? C'est un cas d'école de désastre opérationnel. Nos sources montrent que le concept même de synergie entre les deux boîtes était une pure illusion. C'est-à-dire ? Les marchés d'Amérique latine et des États-Unis avaient des taux d'équipement et des habitudes de connexion radicalement différents. Technologiquement, les bases de données n'étaient pas compatibles. Et il y a ce détail dans le rapport qui m'a fait halluciner. Ils ont dépensé 12 milliards et demi, mais les équipes de direction ne parlaient même pas la même langue. C'est dingue. Les Espagnols d'un côté, les Américains de l'autre. L'article dit qu'il devait faire venir des traducteurs dans les salles de réunion pour les décisions stratégiques de base. On imagine le niveau de paralysie. On achète un empire, mais on a besoin d'interprètes pour dire bonjour à la machine à café. Et cette paralysie survient au pire moment possible, parce que pendant qu'il patauge, le modèle économique de la bannière publicitaire s'effondre. Tout à fait. Il faut comprendre qui achetait ces fameuses bannières sur Lycos. C'était massivement d'autres startups d'Internet, qui fonctionnaient avec l'argent du capital risque. Ah, l'effet domino. Exactement. Dès que la bourse s'effondre, le capital risque ferme les robinets, ces petites startups font faillite. Et du jour au lendemain, Lycos n'a plus personne pour acheter ses espaces publicitaires. Le chiffre d'affaires s'évapore. C'est un effondrement systémique total. Et c'est précisément en 2000 que Google choisit de lancer AdWords. C'est vraiment le coup de grâce. Totalement. Lycos vendait de l'affichage de masse inefficace. Google arrive avec la publicité basée sur l'intention. Au lieu de t'imposer une pub pour de la nourriture pour chiens juste parce que tu es sur la page d'accueil, Google attend que tu tapes « Acheter nourriture pour chien » pour t'afficher un lien pertinent. la différence de modèle est brutale. Google offre au vrai commerce un moyen de payer uniquement quand un client potentiel clique. Le modèle de l'intention balaye complètement celui de l'attention forcée de Lycos. Et le pire, c'est que Terra Lycos disposait de 3 milliards de dollars de trésorerie au moment de la fusion. 3 milliards en cash. Mais c'est un trésor de guerre colossal. Oui, mais l'argent ne peut pas sauver un modèle économique périmé. Ils ont brûlé ce cash pour maintenir sous perfusion un portail moribond, incapable de rivaliser avec la précision algorithmique d'en face. Ce qui nous précipite vers la fameuse descente aux enfers. Telefonica finit par être acculé par les pertes. Ils sont obligés de déprécier les actifs de façon catastrophique. Et on arrive en 2004, Terra solde Lycos à Dom Communications, un portail sud-coréen. Et le prix de vente ? 95,4 millions. Moins de 1% du prix initial. C'est fou. L'article mentionne l'ironie des développeurs sur les forums à l'époque qui blaguaient grande braderie chez Lycos, tout doit disparaître à moins 99%. Et Dom a bien tenté de redresser la barre, mais il n'y avait plus de technologie forte derrière. Donc, le dépeçage a continué. Voilà, on a revendu les morceaux encore rentables, comme Wired et Cote.com. Et comme le note si bien l'article, on pensait que Dome avait acheté au rez-de-chaussée en 2004. Mais on oublie qu'il y a des sous-sols en technologie. 6 ans plus tard, en 2010, Dome revend cette coquille vide pour 36 millions à Yibrant Digital en Inde. Et là, ça tourne au vaudeville judiciaire. L'acheteur ne paie qu'une partie, s'ensuivent 8 ans de litige devant les tribunaux. C'est une fin tragique pour un pionnier du web. L'épilogue de l'article de Block News, daté d'avril 2026, est glaçant de discrétion. La fermeture d'Angelfire. Ouais, ce service d'hébergement de pages personnelles au design tellement kitsch que Lycos avait racheté en pleine folie des grandeurs, il a été débranché discrètement.
Pas de communiqué, pas d'hommage. Et aujourd'hui, l'adresse Lycos survit vaguement grâce à Bing sur des serveurs en Inde. Si on doit faire la synthèse de cette plongée dans nos sources, la leçon centrale dépasse le cadre financier. C'est vraiment le danger absolu d'abandonner un avantage technologique pur pour courir après le modèle d'un concurrent. De passer de 3 pages de code révolutionnaire à 12,5 milliards pour finir en coquille vide. Ils ont cessé de se demander quel problème ils résolvaient pour l'utilisateur, pour se concentrer uniquement sur comment extraire de la valeur de son attention. Et c'est d'ailleurs une réflexion qui m'obsède depuis la lecture de ce dossier, parce que ça fait tellement écho à aujourd'hui. C'est clair. Quand on voit certaines des plus grandes plateformes mondiales actuelles dégrader délibérément leurs résultats de recherche ou leurs fils d'actualité, Juste pour forcer les gens à scroller plus longtemps. il est vraiment légitime de se demander qui sont les laïcos d'aujourd'hui. Ces géants qui croient régner sur le monde alors qu'ils sont déjà en train d'oublier pourquoi on a commencé à les utiliser au départ.